Jordan Wells avait 38 ans et, jusqu'à cet après-midi-là, il croyait que son mariage était la seule chose dans sa vie qu'il n'avait pas eu à construire seul. Il avait construit tout le reste discrètement. 9 propriétés dans une seule rue du Southside, détenues par des sociétés dont personne ne lui associait les noms, gérées par des gens qui comprenaient que son plus grand avantage était l'invisibilité. Ses beaux-parents pensaient qu'il était un chef de projet qui avait eu de la chance en épousant leur fille. Sa femme n'avait jamais posé trop de questions. Cela lui convenait parfaitement. Puis, il est rentré tôt un mardi et a entendu son beau-frère dans son salon, au téléphone, décrivant la superficie de la maison de Jordan à un promoteur immobilier, qualifiant Jordan de « cas du locataire » dont il s'occuperait. 3 jours plus tard, la femme de Jordan était assise à côté de sa mère à la table de sa cuisine et écoutait pendant que Beverly Croft lui disait calmement et sans excuse qu'il était temps pour lui de partir. Elle souriait comme si elle lui rendait un service, comme si la décision était déjà prise, et que Jordan n'avait rien à dire. Jordan a lentement regardé autour de la pièce, n'a rien dit et s'est levé. Ce qui s'est passé ensuite? Aucun d'eux ne l'a vu venir. Avant de plonger dans l'histoire, commentez pour nous dire d'où dans le monde vous nous regardez et abonnez-vous, car l'histoire de demain est une de celles que vous devez entendre. Les courses étaient lourdes. Jordan Wells les a montées par les marches de l'entrée de la maison de l'avenue Callaway, les 2 bras chargés. 2 sacs en papier du marché de la 5e. Un sac en plastique enroulé autour de son poignet avec une botte de chou vert frisé qui dépassait. Il s'était arrêté pour la bonne huile d'olive que Beverly aimait. Il s'était souvenu des patates douces même si elles n'étaient pas sur la liste. Il avait fait attention aux œufs. Il a poussé la porte d'entrée avec son épaule. La cuisine était déjà la sienne. Beverly Croft se déplaçait dans l'espace de la manière dont un général se déplace en territoire occupé, avec une totale appropriation, sans hésitation, sans reconnaître que quelqu'un d'autre y avait déjà cuisiné. Elle avait réorganisé le comptoir avant même que Jordan ne pose les sacs. Son tablier était déjà noué. L'odeur d'oignon doré s'était déjà installée dans tous les coins de la pièce. « Tu as pris la bonne crème, dit-elle, sans se retourner. « Oui, madame. » Jordan posa les sacs sur l'îlot. « Crème entière. 2 pintes. » « Bien. » Elle a finalement regardé par-dessus son épaule, lui a fait un bref signe de tête qui signifiait « Vous pouvez partir maintenant. » Jordan a déballé les sacs sans qu'on le lui demande. Au moment où tout le monde s'est assis, la table avait l'apparence que Beverly voulait lui donner. Les plats de service étaient pleins. L'éclairage était chaleureux. Diane était assise en face de sa mère, et Preston était assis au bout de la table, avec la posture décontractée et large d'un homme qui croyait que chaque pièce était son propre salon. Alors, Jordan Preston s'est servi du pain avant la prière. « Comment va la vie dans le bâtiment? Vous avez coulé du béton cette semaine? » Jordan lui a repassé la corbeille à pain. « Chef de projet, en fait. »« Mais oui, bonne semaine, n'est-ce pas? » »« C'est ça. » Preston en a arraché un morceau. « Chef de projet. » Il le dit de la manière dont on dit que le dessin d'un enfant est intéressant. C'est comme si tu tenais le calendrier. Quelque chose comme ça. Preston a regardé Diane avec un petit sourire. Diane a regardé son assiette. Elle a pris son verre. Elle n'a rien dit. Jordan l'a regardé ne rien dire. Il a bu une gorgée d'eau. Il est resté calme à chaque instant. Il hochait la tête quand on lui parlait, riait au bon moment, répondait à chaque question sans la moindre trace d'agressivité. Il était doué pour ça. Il le faisait depuis des années. La maison a l'air bien entretenue, a dit Beverly à un moment donné, lançant cela dans la conversation sans préambule. Elle le disait comme un compliment, de la même manière qu'un propriétaire félicite un locataire pour ne pas avoir abîmé la moquette. Je me suis toujours assuré que Diane ait quelque chose de solide sous les pieds, même quand les choix étaient. Elle a fait une pause et a laissé la pause faire son travail, point pas nécessairement ce que j'aurais choisi. Jordan a souri. Diane a de la chance de vous avoir, Beverly. Beverly a accepté cela comme une simple vérité. Il a rempli son verre d'eau. Le dîner s'est déroulé comme les dîners du dimanche se déroulaient toujours dans cette maison. Preston a parlé d'un contrat qui était presque conclu, d'un immeuble qui était presque à lui, d'une opportunité qui était pratiquement déjà acquise. Beverly écoutait Preston comme les mères écoutent leur fils, avec le genre de foi qui n'exige pas de preuves. Diane était plus silencieuse que d'habitude. Elle a mangé la plupart de sa nourriture. Elle a ri au bon moment.
Mais il y avait quelque chose de mesuré en elle, quelque chose qui se mesurait depuis longtemps, comme une porte qui s'était doucement et progressivement refermée. Jordan la remarquait comme il remarquait tout, sans réagir, sans le nommer à voix haute. Il se contenta de l'archiver, de l'ajouter au dossier qu'il gardait derrière ses yeux. Après le dessert, après que Beverly a emballé les restes qu'elle emporterait chez elle, après que la voiture de Preston a quitté l'allée et que la vaisselle a été faite, Diane a dit qu'elle était fatiguée et est montée se coucher tôt. Jordan a rangé la cuisine. Il a essuyé le comptoir. Il a éteint la lumière au-dessus de la cuisinière. Puis il a vu le manteau. Le manteau de Diane était drapé sur le dossier de la chaise près de la porte, comme elle le laissait toujours. Il l'a pris pour le suspendre correctement. Quelque chose a glissé dans la poche. Il a mis la main dedans, raclement de gorge une carte de visite, blanche, propre, un papier cartonné de bonne qualité, du genre qui coûte cher. Le nom était imprimé en petites lettres confiantes, Victor Ashworth, directeur, Ashworth Development Group. En dessous du nom, un numéro de téléphone et un site web, rien d'autre, pas d'écriture au dos, pas de mots. Jordan est resté dans le couloir et l'a regardé. Il a pensé au poids de la carte entre ses doigts. Il a pensé à la façon dont Diane était restée silencieuse pendant tout le dîner. Il a pensé au sourire de Preston quand elle regardait son assiette. Il a reposé la carte sur le comptoir. Il l'a regardée un long moment. Puis il l'a ramassée et l'a glissée de nouveau dans la poche exacte où il l'avait trouvée. Même profondeur, même angle. Il a accroché le manteau au crochet près de la porte. Il est monté. Diane dormait déjà où elle en donnait une très bonne impression. Jordan s'est changé en silence. Il s'est allongé. Il a regardé le plafond. Il n'a pas dit un mot. Le matin arriva, gris et silencieux. Jordan était déjà réveillé quand le réveil de Diane a sonné à 6h15. Il l'a entendu suivre sa routine. Le bruit de la douche, la porte du placard qui glisse, le son particulier de ses talons sur le parquet. Il est resté immobile et a tout écouté. Quand elle est arrivée à l'entrée de la chambre, habillée et prête, il était assis. « Tu es levé tôt », a-t-elle dit. « Je n'arrivais pas à dormir. » Il lui a souri. « Grosse semaine qui commence. » Elle a hoché la tête, ajustant la sangle de son sac. « Je serai probablement en retard ce soir. J'ai ce truc avec un client. »« D'accord », a-t-il dit facilement. « Je m'occuperai du dîner. » Elle est partie sans l'embrasser. Pas de façon dramatique. Il n'y a pas eu de porte qui claque, pas de froideur qui s'annonce. Elle n'a simplement pas traversé la pièce. Elle a fait un signe de la main depuis l'entrée et ses talons ont cliqué en descendant les escaliers, puis la porte d'entrée s'est refermée derrière elle. Jordan est resté assis dans le silence un moment. Puis il s'est levé. Il a trouvé le manteau là où il l'avait accroché la veille. Il a mis la main dans la poche et a de nouveau sorti la carte, prudemment. Avec 2 doigts, comme si c'était quelque chose de fragile. Dans la lumière grise du matin, l'impression était encore plus nette que dans son souvenir. Victor Ashworth, directeur, Ashworth Development Group. Il a pris une photo du recto de la carte avec son téléphone. Puis il l'a retournée, a photographié le verso vierge et l'a remise dans la poche du manteau. Même profondeur, même angle. Il a redressé le manteau sur le crochet. Puis il s'est assis à la table de la cuisine avec son café et a ouvert son ordinateur portable. Victor Ashworth n'était pas difficile à trouver. Il avait un site web épuré, du genre qui disait « boutique », sans le dire, tout en espace blanc, photographie d'architecture et un langage sur l'investissement communautaire transformateur. Il avait un profil LinkedIn avec 300 relations et le genre de profil qui listait ses réalisations à la voix passive, comme si les contrats s'étaient simplement conclus près de lui. Il avait été cité dans 2 publications spécialisées au cours des 18 derniers mois. Les 2 fois dans des articles sur les zones d'opportunité et le redéveloppement du Southside. Les 2 articles mentionnaient l'avenue Callaway par son nom. Jordan a lu chaque mot. Il n'a pas précipité les choses. Il a fini son café. Il l'a relu. Puis il a pris son téléphone et a appelé André. André a répondu à la 2e sonnerie, comme il le faisait toujours, comme s'il s'était attendu à l'appel, ce qui était généralement le cas. « Tu es matinal », a dit André. Diane a laissé une carte de visite dans la poche de son manteau. Jordan a gardé sa voix neutre. Victor Ashworth Development Group. Une courte pause. Ashworth ? Oui,
Je connais ce nom. Il a fait des acquisitions de propriétés dans le Southside. Quel est le contexte? C'est ce que j'aimerais savoir. Jordan a regardé par la fenêtre de la cuisine la rue calme. Je ne dis rien pour l'instant sur ce que ça signifie, mais il est actif sur Callaway. Il a été cité dans 2 articles sur ce pâté de maison spécifique. Et sa carte est dans le manteau de ma femme. Tu penses qu'elle le connaît professionnellement? Elle ne l'a jamais mentionné. Une autre pause. Celle-ci plus longue. André réfléchissait, ce qui signifiait qu'il travaillait déjà. Je vais lancer une recherche discrète, a dit André. Ashworth, son entreprise, toute activité de société écran ou dépôt d'acquisition dans le corridor de Callaway. Donne-moi jusqu'à ce soir. Juste une vérification des antécédents pour l'instant. Je veux savoir ce qu'il a touché, a dit Jordan. Compris. La voix d'André ne portait aucun drame. C'était l'une des choses que Jordan avait toujours appréciées chez lui. Il ne jouait pas l'inquiétude. Il y répondait, tout simplement. Je t'appellerai quand j'aurai quelque chose. Jordan a dit merci et a mis fin à l'appel. Cet après-midi-là, il s'est rendu sur Callaway. Il avait un rendez-vous de suivi avec Claudette toutes les 2 semaines. Depuis des années. Ce n'était pas le jour prévu, mais il lui a envoyé un texto ce matin-là et elle a répondu en 4 minutes. Là jusqu'à 17h. Passe. Claudette gérait ses opérations depuis le 2e étage d'un des immeubles à usage mixte au milieu du pâté de maison. Son bureau était petit et précis, chaque dossier à sa place, un tableau blanc au mur couvert de codes de propriété et de calendrier d'entretien. Elle avait une tasse de thé fumante quand Jordan est entré et ne lui en a pas offert, c'est ainsi qu'il a su qu'elle était occupée. Faites-moi un point sur les nouveautés du quartier, a-t-il dit, en prenant la chaise en face de son bureau. Claudette a affiché son écran. L'unité 4B a un drain qui s'écoule lentement. J'ai un plombier prévu pour jeudi. L'espace commercial au 114 a renouvelé. Ils ont signé un bail de 2 ans. Le parking avait une lumière en panne. C'est réparé, a-t-elle fait défiler. Et il y a eu quelques demandes. Jordan a gardé un visage impassible. Quel genre de demande? Informel. Par email surtout, pour savoir s'il y avait des disponibilités. Pas sur des unités individuelles, mais sur des propriétés entières. Quelques adresses dans le quartier. Elle a légèrement tourné l'écran vers lui. 3 emails distincts du même domaine. Ashworth Development Group. Jordan a regardé les emails sur son écran sans rien toucher. Ont-ils exprimé un intérêt spécifique, a-t-il demandé. Un intérêt général d'acquisition. Rien de formel. Ils ont demandé des informations sur le 112 et le 118. Elle a fait une pause. Et la maison? Jordan a hoché la tête lentement. Il n'a pas changé d'expression. Quand sont-ils arrivés? Le plus ancien remonte à environ 4 mois, a dit Claudette. Le plus récent date de 6 semaines. D'accord. Il s'est levé. Garde-les. Ne réponds pas si d'autres arrivent. Ce n'était pas déjà mon intention, a-t-elle dit. Il est rentré chez lui lentement. Les rues de Callaway défilaient devant ses fenêtres, le café, le salon de coiffure, le parking, la maison, et il voyait tout cela différemment maintenant. Non pas parce que quelque chose avait changé. Tout était exactement comme ça avait toujours été. Chaque bâtiment lui appartenait toujours, discrètement et complètement, comme depuis des années, mais quelqu'un s'était renseigné à ce sujet, et la carte de cette personne avait été dans la poche de sa femme. Jordan a tourné au coin de la rue et s'est garé. Il est resté assis dans la voiture, le moteur éteint, la rue silencieuse autour de lui. Il n'a pas pris son téléphone. Il n'a pas rappelé André. Il n'est pas encore rentré. Il a regardé la maison. Il avait observé toute sa vie. Il était doué pour ça. Il observerait encore un peu. La conduite d'eau principale a rompu 2 rues plus loin un jeudi. Jordan a reçu l'appel juste après midi. Un des contacts d'entretien de Claudette signalait un problème de pression qui commençait déjà à affecter le bâtiment au 114. Il a terminé sa journée plus tôt, a quitté le bureau et s'est dirigé vers Callaway. Il a tourné dans la rue et a vu la voiture de Preston, une Audi blanche, garée à mi-chemin de l'allée, comme si l'allée lui appartenait aussi. Jordan a reconnu la petite bosse sur le pare-choc arrière d'un incident de parking que Preston avait décrit au dîner il y a 6 mois, en riant comme si c'était la faute de quelqu'un d'autre.
Jordan s'est garé sur le bord de la route à une demi-rue de là. Il est resté assis un moment, juste à respirer. Puis il est sorti, s'est dirigé vers la porte d'entrée et a utilisé sa clé. La maison était silencieuse au début. Jordan est entré et a doucement refermé la porte derrière lui. Il a posé son sac sur la table de l'entrée sans faire de bruit. Puis il a entendu la voix de Preston depuis le salon. Oui, le parquet d'origine est sur tout le rez-de-chaussée. On ne met plus ça de nos jours. Un petit rire. Non, la cuisine a été rénovée. Une rénovation complète il y a peut-être 4, 5 ans. C'est une bonne propriété. Jordan est resté dans le couloir et a écouté. La superficie est juste en dessous de 170 mètres carrés. 3 chambres, 2 salles de bain. Le terrain a aussi de la profondeur. Il y a de la marge de manœuvre si vos gars veulent penser à la densité. Preston faisait les 100 pas, Jordan pouvait entendre les pas l'en d'avant en arrière. La façon dont Preston bougeait quand il jouait la confiance pour un public qu'il ne pouvait pas voir. La situation de l'acte de propriété est claire. Le nom de ma mère est rattaché à la propriété. Et elle est d'accord. Autorisation complète. Une pause. Le cas du locataire. Oui, on s'en occupera. Il ne sera pas un problème. Il est essentiellement un. Il s'en sortira. On lui donnera du temps. Il est essentiellement un. Preston n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Jordan est resté où il était. Il ne s'est pas avancé vers le salon. Il n'a pas parlé. Il est resté dans le couloir étroit avec la lumière de l'après-midi entrant de côté par l'imposte au-dessus de la porte, et il a laissé Preston terminer tout son appel. Preston a conclu en promettant d'envoyer la documentation sur la superficie et des estimations préliminaires. Il a dit qu'il pourrait avoir quelque chose d'ici la fin de la semaine. Il a dit qu'il avait hâte de faire bouger les choses dans ce quartier. Puis il a raccroché. Jordan a attendu 3 bonnes secondes. Puis il est apparu dans l'embrasure de la porte du salon. Preston s'est retourné. Pendant un instant, l'homme n'avait aucune expression. Puis la machine s'est mise en marche. Le sourire facile, les épaules détendues, les mains qui se sont levées dans un geste désinvolte de « rien à voir ici ». Je ne t'ai pas entendu entrer, mec. Il a secoué la tête comme s'il était amusé par sa propre surprise. Diane a dit que je pouvais prendre cette mijoteuse qu'elle avait empruntée. Tu sais comment est Beverly. Jordan s'est appuyé contre le cadre de la porte. Sa voix était égale. Je n'ai pas vu son texto à ce sujet. Elle a probablement oublié. Preston se dirigeait déjà vers la cuisine, aussi à l'aise qu'un homme dans une maison qu'il croyait bientôt devenir l'affaire de sa famille. Tu as besoin de quelque chose pendant que je suis là? Tout va bien? Tout va bien, a dit Jordan. Preston a trouvé la mijoteuse dans le placard sous l'îlot. Il l'a glissée sous son bras et a dit quelque chose à propos de voir Jordan au prochain dîner du dimanche, a fait une blague sur le problème de la conduite d'eau que Jordan n'avait pas mentionné à voix haute, ce qui signifiait que Diane lui avait dit que Jordan rentrait tôt. Ce qui signifiait qu'une version de cette visite avait été planifiée. Et puis il est parti. La porte d'entrée s'est refermée. Jordan est resté dans la cuisine. Il a regardé le placard que Preston avait ouvert, le comptoir propre, la lumière de l'après-midi sur le parquet que Preston venait de décrire à un promoteur comme une ligne sur une fiche de vente. Il a tiré une chaise et s'est assis à la table. Puis il a appelé André. J'ai besoin que tu sortes tous les registres de propriété de l'avenue Callaway, a dit Jordan. Chaque propriété, les 9. Je sais ce que tu possèdes, a dit André. Je sais que tu le sais. J'ai besoin de savoir ce que ma femme pense hériter. André est resté silencieux un moment. Donne-moi 1 heure. Ça a pris 40 minutes. Jordan a ouvert l'email à la table de la cuisine et a étalé les documents, enregistrement de LLC, titre de propriété, historique de transfert. Il avait tout créé. Il avait signé chaque document, structuré chaque société holding, pris chaque décision discrète pendant près d'une décennie. Regarder cela maintenant n'était pas une découverte. C'était un rappel. Mais ensuite, le deuxième email d'André est arrivé. Comparaison de l'historique des demandes de renseignements sur la propriété avec la lettre d'intention que j'ai trouvée déposée par Ashworth Développement. Le nom de Diane y figure. Lis la pièce jointe. Jordan a ouvert la pièce jointe. C'était une lettre d'intention, 2 pages,
préparé sur du papier à en-tête d'Ashworth Development Group. Le langage affirmait que la propriété à l'adresse de Callaway était comprise comme étant détenue par le trust de la famille Croft et autorisait Ashworth Development Group à entamer des négociations de vente préliminaires au nom de la famille. Au bas de la deuxième page se trouvait une ligne de signature, Diane Marie Wells, datée d'il y a 4 mois. Jordan a regardé sa signature pendant un long moment. Il connaissait son écriture. La légère inclinaison vers l'arrière du D, la façon dont elle bouclait le E à la fin de son nom. Il avait vu cette écriture sur des cartes d'anniversaire, des listes de courses et la note occasionnelle laissée sur le comptoir quand elle rentrait avant lui. Il la connaissait parfaitement. Il a fermé l'ordinateur portable. La cuisine était très silencieuse. Dehors, l'après-midi commençait à virer au gris, la lumière s'aplatissant comme elle le fait avant la pluie. Jordan est resté assis, les mains à plat sur la table, et n'a pas bougé pendant près de 2 minutes. Puis il a pris son téléphone et a appelé Claudette. « Sors tous les contrats de location actifs sur Callaway, a-t-il dit. Absolument tous. Et j'ai besoin que tu trouves qui est l'avocat immobilier de la famille Croft. » Claudette n'a pas demandé pourquoi. Elle a dit, « Tu veux que je lance le chronomètre ?» Jordan a dit, « Lance le chronomètre. » Diane est rentrée juste après 19 heures. Jordan était dans la cuisine quand il a entendu sa clé dans la serrure. Il faisait du riz. Assez simple. Juste quelque chose pour occuper ses mains en attendant que la journée se termine. Il l'a entendu poser son sac dans l'entrée. A entendu le clic doux de ses talons sur le parquet alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. « Salut !» Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. Elle avait l'air fatiguée ou quelque chose approchant. Le genre d'expression qu'une personne porte quand elle porte quelque chose qu'elle n'a pas encore décidé comment poser. « Salut !» a dit Jordan. Il a gardé les yeux sur la casserole. Elle s'est versé un verre d'eau et est restée au comptoir. Elle a parlé quelques minutes de sa journée, quelque chose à propos d'un client difficile, quelque chose sur la circulation sur l'autoroute. Jordan a écouté et a répondu aux bons endroits, et a remué le riz. Puis elle a dit, « Ma mère veut faire un truc en famille ce week-end à la maison. » Jordan a baissé le feu. « Oui, juste un dîner. Tu sais comment elle est. » Diane a posé son verre. « Samedi après-midi. » « Bien sûr, » a dit Jordan. « Ça me va. » Elle l'a regardé un instant, presque comme si elle cherchait quelque chose sur son visage. Quoi qu'elle cherchait, elle ne l'a pas trouvé. Ou peut-être n'a-t-elle rien trouvé, ce qui revenait au même. « D'accord » a-t-elle dit. « Parfait. » Elle est montée se changer. Jordan est resté devant la cuisinière et a regardé la vapeur s'élever de la casserole. Le samedi est arrivé, gris et froid, le genre d'après-midi de novembre où le ciel est bas et plat, et la lumière n'arrive jamais vraiment. Jordan s'est habillé de la même manière qu'il s'habillait pour chaque dîner du dimanche. Propre, simple, sans rien de remarquable. Il s'est rendu à la maison. Il est arrivé à l'heure. Beverly était déjà là. Preston aussi. La table de la salle à manger avait été mise, mais pas pour manger. La belle vaisselle était sortie, mais la nourriture était secondaire. Quelque chose d'un plateau traiteur que Beverly avait disposé sur le buffet. La table elle-même avait été dégagée pour faire de la place à la réunion. On aurait dit une salle de conseil déguisée en dîner de famille. L'effort était visible. Beverly était assise au bout de la table. Preston était assis à sa gauche avec un dossier manie devant lui, ses mains posées dessus, de la manière dont un homme pose ses mains sur quelque chose qu'il veut que vous remarquiez. Diane était assise à côté de sa mère. Jordan s'est assis en face d'eux et a joint ses mains sur la table. Beverly a commencé. Elle parlait lentement et avec grand soin, de la manière dont quelqu'un parle quand il a répété. Elle a dit qu'elle avait toujours respecté Jordan. Elle a dit qu'elle avait toujours cru qu'il était un homme décent. Elle a dit que le travail d'une mère, tout son travail, tout son but, était de s'assurer que sa fille ait la vie qu'elle méritait. Et elle avait regardé pendant 6 ans, silencieusement, par amour pour eux deux, pendant que Jordan maintenait Diane dans une vie plus petite que celle pour laquelle Diane était faite. Certaines personnes sont faites pour certaines choses, a dit Beverly. Sa voix était chaleureuse, presque gentille, et d'autres sont faites pour d'autres. Il n'y a pas de honte à cela. Elle a dit que la maison allait retourner à la famille. Elle a dit qu'elle donnait à Jordan jusqu'à la fin du mois pour trouver d'autres arrangements, par respect, par générosité, parce qu'elle l'avait toujours bien aimé.
Puis elle a fait un signe de tête à Preston. Preston a fait glisser le dossier sur la table. Jordan l'a regardé sans le toucher pendant un moment. Puis il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une seule feuille avec un nombre imprimé en haut et un chèque attaché avec un trombone. 8 000 $. La ligne de mémo indiquait « Aide à la transition ». Jordan a regardé le chèque. Il a regardé Diane. Elle étudiait la table devant elle, les mains sur ses genoux. Elle n'a pas levé les yeux. Il a regardé de nouveau le chèque. 8 000 $ pour son dérangement. Il l'a pris. Il l'a tenu pendant 3 ou 4 secondes, assez longtemps pour le regarder. Le regarder vraiment. Et puis il l'a reposé sur le dossier. Il a fermé le dossier. J'apprécie que vous ayez exposé cela clairement, a-t-il dit. Sa voix était stable. J'aurai besoin de quelques jours pour prendre mes dispositions. Beverly a souri de la manière dont quelqu'un sourit quand une négociation se déroule exactement comme prévu. Bien sûr, prends le temps dont tu as besoin. Jordan a repoussé sa chaise et s'est levé. Il a regardé Beverly. Merci pour la nourriture. Il a regardé Preston, qui lui a fait un bref signe de tête. Il a regardé Diane en dernier. Elle ne voulait toujours pas croiser son regard. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée, a pris sa veste sur le crochet dans l'entrée et est sorti. Il est resté assis dans sa voiture un moment. Le chauffage était éteint. Il pouvait voir sa propre buée. Le chèque était toujours sur la table à l'intérieur. Il ne l'avait pas pris. Il a démarré la voiture et s'est rendu au bureau d'André. André était déjà là quand Jordan est entré. Lampe de bureau allumée, veste enlevée, un bloc-notes jaune devant lui. Jordan s'est assis en face de lui. Nous passons à la phase 1 ce soir. Jordan était debout avant le lever du soleil. Il n'a pas préparé de petit déjeuner. Il ne s'est pas attardé. Il a traversé la maison de la manière dont il traversait la plupart des choses, silencieusement, avec une idée claire de ce qui comptait et de ce qui ne comptait pas. Il a commencé dans la chambre. 2 sacs de sport, des vêtements, des chaussures, la petite boîte en cèdre sur la table de chevet qui contenait sa collection de montres et la bague de sa grand-mère. Il n'a rien pris qui était partagé. Pas l'art sur les murs, pas le plaid sur le fauteuil, pas la machine à café que Diane avait choisie dans un magasin de l'avenue Michigan il y a 2 Noëls. Ces choses sont restées. Il ne voulait que ce qui était à lui. Dans le couloir, il s'est arrêté devant la petite photographie encadrée accrochée près des porte-manteaux. Sa grand-mère, Vera Wells, debout devant une étroite maison en briques sur l'avenue Calumet. Elle avait peut-être 50 ans sur la photo, bien qu'elle paraisse plus jeune. Elle plissait les yeux face au soleil et souriait presque. La façon dont les gens sourient quand les appareils photo les rendent gênés. Il avait transporté cette photographie dans chaque appartement où il avait vécu. Il l'a décrochée du mur, l'a soigneusement enveloppée dans un t-shirt propre et l'a posée sur le dessus du 2e sac. Il était sorti de la maison à 7h15. L'appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble de 6 unités sur la rue Mercé, à 4 rues à l'est de Callaway. Jordan avait acheté l'immeuble il y a 3 ans par l'intermédiaire d'une LLC du Delaware appelée Ardmore Capital Group. L'unité 3B était vacante depuis 2 mois. Le locataire précédent avait déménagé pour se rapprocher de sa famille, et Jordan n'avait pas été pressé de la relouer. C'était un bon appartement. Au plafond, mur en plâtre d'origine, fenêtres qui captaient la lumière du matin, meublé simplement avec des pièces que Jordan avait trouvées au fil des ans pour exactement ce genre d'utilisation, solide, propre, rien d'excessif, un lit, un bureau, une cuisine qui fonctionnait. Il a posé ses sacs près de la porte. Il a accroché la photographie de sa grand-mère sur le mur à côté de la fenêtre où la lumière était bonne. Il a reculé et l'a regardé un moment. Puis il a défait ses valises. Diane a envoyé un texto à 9h47. Je prends juste de tes nouvelles. J'espère que le déménagement n'a pas été trop difficile ce matin. Jordan l'a lu, debout au comptoir de la cuisine avec une tasse de café. Il a pensé à la façon dont elle avait étudié la table pendant le discours de Beverly. La façon dont elle ne l'avait pas regardé quand il avait pris ce chèque. Il a répondu, tout va bien. Installé plus vite que prévu. J'espère que tu passes une bonne journée. 3 points sont apparus. Puis ils ont disparu. Puis, après une pause, d'accord, prends soin de toi. Il a posé le téléphone face contre le comptoir et a fini son café. André a appelé à midi.
Les dépôts préliminaires sont faits, a-t-il dit. Les 9 propriétés. La propriété est établie avec des documents remontant à l'acquisition originale. Si quelqu'un essaie de vérifier à nouveau le titre de propriété, il n'y a aucune ambiguïté. Bien. L'avocat de la famille Croft va passer une semaine très intéressante. Jordan a regardé par la fenêtre la rue en bas. Un camion de livraison était en double file devant le magasin du coin. Une femme avec une poussette le contournait sans ralentir. Laisse-le découvrir à son rythme, a dit Jordan. Nous n'avons pas besoin d'accélérer cette partie. Compris. André a fait une pause. Claudette a quelque chose pour toi. Elle allait t'appeler, mais m'a demandé de te le signaler d'abord. Je l'appelle maintenant. Claudette a décroché à la 2e sonnerie. J'ai trouvé quelque chose dans les registres d'activité des investisseurs, a-t-elle dit. Pas de préambule. C'était la manière de Claudette. Elle allait droit à l'information et vous laissait le soin de l'interpréter. Preston Croft a présenté un projet de développement à des investisseurs externes. Plus précisément, il s'est présenté comme quelqu'un ayant un accès familial à ce qu'il appelle des propriétés d'ancrage sur Callaway. Il a utilisé ce langage par écrit. J'ai la chaîne de mai. Jordan n'a rien dit. Il s'est assis au bureau. Il a utilisé les adresses d'au moins 3 de tes propriétés dans sa présentation, a poursuivi Claudette. Il a laissé entendre qu'il pouvait les livrer dans le cadre d'un plus grand projet d'acquisition. Un groupe d'investisseurs d'Indianapolis l'a pris au sérieux. Elle a fait une pause. Ils lui ont viré $40 000, un acompte sur les futurs termes de l'accord. Quand? Il y a 6 semaines. Jordan a regardé la photographie de sa grand-mère sur le mur. La lumière de l'après-midi entrait maintenant par la fenêtre à un angle bas, effleurant le bord du cadre. Il a pris $40 000, a dit Jordan, sur la base de propriétés qu'il ne possède pas et ne peut pas livrer. C'est exact. Et les investisseurs ne le savent pas encore. Ils commencent à poser des questions. La recherche de titres que Preston a commandé est revenue erronée, ou correcte, selon la façon dont on voit les choses. Ces gens deviennent nerveux. Envoie-moi tout ce que tu as, a dit Jordan. Les emails, les relevés de virement, les résultats de la recherche de titres, tout. C'est déjà dans ta boîte de réception. Il a passé le reste de l'après-midi à tout lire. Chaque page, chaque chiffre, chaque date. Il a lu la chaîne de mai 2 fois. Les mots de Preston, accès familial, propriété d'ancrage, prêt à conclure, étaient posés, plats et délibérés, sur l'écran. Le soir, Jordan avait ajouté le rapport complet de Claudette au dossier qu'il constituait sur son bureau. Il a rappelé André. La fraude des investisseurs, a-t-il dit. Nous en aurons besoin le moment venu. L'avis a été envoyé un mardi. Claudette s'en est occupée elle-même. Elle ne l'a pas envoyé par email. Elle l'a envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, sur du papier à en-tête de Wellspring Holdings. Propre, formel et complètement sans chaleur. Il est arrivé à la maison de Callaway le jeudi matin. Beverly a appelé Diane à 11h04. Jordan connaissait leur approximative parce que Diane l'a appelé à 11h22, et il pouvait encore entendre la forme de la panique de Beverly sous le calme soigneusement maîtrisé de Diane. Ma mère a reçu une sorte de lettre, a dit Diane. À propos de la maison. Quelque chose sur un contrat de location et une vérification de propriété. Elle est très contrariée. Une lettre de qui? A demandé Jordan. Il était à son bureau. Il n'a rien bougé. Il n'a pas changé sa voix. Une certaine société. Wellspring Holdings. As-tu déjà entendu ce nom? Ça ne me dit rien, a-t-il dit. Que disait la lettre exactement? Diane la lui a lue. Il a écouté comme s'il l'entendait pour la première fois. On dirait une affaire juridique, a-t-il dit quand elle a fini. Ta mère devrait la faire examiner par son avocat. Il faut probablement juste que quelqu'un mette de l'ordre dans les papiers. Une pause. Tu penses vraiment que c'est tout ce que c'est? Je pense que les avocats existent précisément pour ces situations, a dit Jordan agréablement. Dis-lui de ne pas s'inquiéter tant qu'il n'y a rien à craindre. Après avoir raccroché, il s'est penché en arrière dans sa chaise et a regardé le plafond un moment. Puis il est retourné au travail. L'avocat de Beverly l'a rappelé l'après-midi suivant. Jordan n'a pas été témoin de cet appel. Mais André avait un contact au cabinet, pas une information confidentielle,
juste la conscience professionnelle ordinaire de personnes évoluant dans les mêmes cercles juridiques. Et le compte-rendu est parvenu à André dans les 48 heures. L'avocat avait dit à Beverly, aussi soigneusement qu'une personne puisse dire à une autre quelque chose d'aussi déstabilisant, qu'il n'y avait aucune erreur dans la vie de Wellspring, que la propriété à son adresse de Callaway était détenue par une LLC du Delaware appelée Wellspring Holdings. Qu'elle était détenue par Wellspring Holdings depuis 7 ans, que le nom de Beverly n'apparaissait sur aucun acte de propriété, aucun transfert de titre, ou aucun instrument juridique lié à la propriété, qu'elle avait été une occupante informelle, qu'elle n'avait aucune revendication légale. Beverly, selon le contact d'André, était devenue très silencieuse. Puis elle avait demandé à l'avocat ce qu'elle devait faire. L'avocat lui avait dit qu'elle devait soit négocier un bail formel avec le propriétaire, soit commencer à planifier son départ dans les 30 jours, conformément à l'avis. Beverly l'avait remercié et avait mis fin à l'appel. Preston a passé 3 jours à essayer de savoir qui possédait Wellspring Holdings. Il a commencé par une simple recherche en ligne. Rien d'utile. Puis il a payé un service pour obtenir les documents d'enregistrement de la LLC du Delaware. Ce qui est revenu était le nom d'un agent enregistré, une société de services aux entreprises à Wilmington qui gérait les dépôts pour des milliers d'entités. Aucun nom individuel attaché, aucune adresse au-delà de celle de l'agent, aucune piste. Il a appelé l'agent enregistré directement. Ils ont été polis et complètement inutiles, car c'était leur fonction. Il a essayé un autre angle, un contact qu'il connaissait dans les cercles immobiliers locaux qui avaient parfois des informations sur qui était derrière quel LLC dans le marché du Southside. Ce contact n'avait jamais entendu parler de Wellspring Holdings. Ni les 2 autres personnes que Preston a appelées après lui. Il n'a rien trouvé. Il a dit à Beverly qu'il y travaillait. Diane a choisi un restaurant dans le West Loop. Un endroit calme, bonne lumière, le genre d'endroit qui disait « Je veux que cela reste civilisé ». Elle était déjà assise quand Jordan est arrivé. Elle avait l'air calme. Elle s'était habillée avec soin. Elle a souri en le voyant, un sourire qui portait plus d'effort que d'aisance. Ils ont commandé. Ils ont parlé de choses et d'autres, du quartier, d'un restaurant qu'ils aimaient tous les deux et qui avait apparemment fermé. C'était la conversation de 2 personnes qui avaient décidé à l'avance d'être raisonnables. Puis Diane a posé sa fourchette et a dit « Je veux m'excuser pour la façon dont les choses se sont passées. » Jordan l'a regardé. La façon dont ma mère a géré ça, ce n'est pas comme ça que je l'aurais fait. Elle a fait une pause. Mais je pense qu'elle avait raison sur le fait que nous allions dans des directions différentes depuis un moment. Je pense que nous voulons des choses différentes. Jordan l'a laissé finir. Il a hoché la tête lentement. « Que penses-tu que tu vas avoir, Diane ?» a-t-il dit. Elle a cligné des yeux. « Que veux-tu dire ? Tu as dit que tu voulais des choses différentes. Je te demande ce que tu penses que sont tes choses. À quoi ressemble la vie ? » Elle s'est redressée légèrement. « Je vais m'en sortir, Jordan. C'est ce que je te dis. Je vais m'en sortir. » Il l'a regardé un moment, ses mains autour de son verre d'eau, la posture soignée de ses épaules. « Je sais que tu t'en sortiras, » a-t-il dit. Il a souri en le disant. C'était un vrai sourire, et il signifiait quelque chose qu'elle n'était pas encore équipée pour comprendre. Il était de retour à son appartement à 14h30. Il a accroché sa veste. Il est resté un moment à la fenêtre, regardant la rue en bas. Puis il s'est assis à son bureau et a appelé André. « Que as-tu trouvé sur Victor Ashworth ?» André n'a pas commencé avec douceur. Ce n'était pas sa manière. « Ouvre tes emails », a-t-il dit. « Je viens de t'envoyer un dossier. » Jordan a ouvert son ordinateur portable. Le dossier était déjà là, organisé comme André organisait tout, ce qui signifiait qu'on pouvait y trouver n'importe quoi en moins de 10 secondes. 4 sous-dossiers clairement étiquetés. Jordan a cliqué sur le premier. Le compte en banque a été ouvert il y a 18 mois, a dit André. Chase a son nom seulement. L'adresse enregistrée est celle de sa sœur Hyde Park. Jordan a regardé les documents d'ouverture. La signature de Diane, son écriture sur la demande, nette et familière, et les dépôts réguliers. Le premier du mois, comme une horloge, des montants entre 4 000 et 8 000 $. La LLC personnelle de Victor Ashworth en est la source. Une société appelée AVX Consulting Group. Elle est listée comme consultante indépendante. Jordan n'a rien dit. Jordan,
ce ne sont pas des honoraires de consultation. Je sais ce que c'est, a dit Jordan doucement. Il a cliqué sur le deuxième sous-dossier. L'historique des transactions était imprimé proprement, chaque ligne datée. Il a parcouru la colonne de chiffres, 18 mois. Pas une seule fois le dépôt n'avait cessé. Pas pendant les vacances, pas pendant les semaines où lui et Diane avaient fait un voyage à la Nouvelle-Orléans il y a 2 étés, le dernier voyage qu'ils avaient fait ensemble qui avait semblé réel. Il a vérifié la date sur le relevé de ce mois-là. Le dépôt avait été effectué un jeudi. Ils étaient en visite en bateau-mouche. Il est passé au 3e sous-dossier sans rien dire. Corrélation avec le calendrier, a dit André. J'ai extrait ces données de planification via l'affaire civile. Déjeuner d'affaires, visite de site. Une conférence à Indianapolis qu'elle a dit être liée au travail. Je les ai comparées aux dates des transactions et à l'activité immobilière connue d'Ashworth sur le marché. Le schéma était immédiat. Chaque fois que Victor avait une visite de site, une réunion ou une transaction importante dans le corridor du Southside, le calendrier de Diane montrait une entrée correspondante. Pas toujours explicite, certaines étaient étiquetées « déjeuner », d'autres « client », une était étiquetée « dentiste ». 2 ans, a dit Jordan, au minimum. Le compte n'a que 18 mois, mais les données du calendrier remontent à 26 mois. Elle a raisonnablement bien brouillé les pistes. André a fait une pause. Pas assez bien. Jordan s'est tourné vers le 4e sous-dossier. Le premier document à l'intérieur était une note de transaction d'AVX Consulting Group, la firme de Victor Ashworth, décrivant une proposition d'acquisition et de redéveloppement de la propriété résidentielle de l'avenue Callaway. Elle était datée d'il y a 11 mois. La description de la propriété correspondait exactement à la maison. Le vendeur officiel était listé comme le trust de la famille Croft. La note faisait référence à un contact qui avait fourni un accès à l'intérieur et des détails sur la propriété pour soutenir l'analyse d'acquisition. Le contact était listé comme DOS. Jordan a lu cette ligne 2 fois. Puis il a fermé l'ordinateur portable. Il s'est assis à sa table de cuisine et a regardé le mur, rien en particulier, juste la surface plate et neutre. La pièce était silencieuse. Le réfrigérateur émettait un faible bourdonnement. Dehors, une voiture est passée dans la rue en bas et le son s'est estompé. Il avait bâti son portefeuille pendant 11 ans. Il avait été prudent, patient et délibéré pour chaque décision, chaque structure, chaque propriété. Il l'avait gardé privé, non pas parce qu'il en avait honte, mais parce que la vie privée était une protection. Une protection contre exactement le genre de choses que les gens font quand ils pensent connaître la forme complète de ce que vous avez. Il avait fait confiance à Diane pour des choses qu'il n'avait jamais confiées à personne d'autre. Pas le portefeuille. Il n'en avait jamais révélé toute l'étendue, mais les choses ordinaires et sans méfiance, les habitudes d'une vie partagée, la version de lui-même qui ne calculait pas. Elle avait pris cet accès et avait dessiné une carte avec. Il est resté assis plusieurs minutes. Puis il s'est levé, est allé à la cuisine et a fait du café. Il est resté au comptoir pendant que la machine fonctionnait. Il s'est versé une tasse. Il en a bu une partie. Il a regardé par la fenêtre la rue vide. Puis il a pris son téléphone et a rappelé André. Je veux passer à la phase finale. La demande de divorce est prête, a dit André. Je l'ai préparée depuis 10 jours. J'ai juste besoin de ton autorisation. Tu l'as. André est resté silencieux un instant. D'accord, ce sera déposé d'ici la fin de la journée. Une dernière chose. Jordan a posé sa tasse de café. Appelle Claudette. Dis-lui que j'ai besoin d'une présentation complète du portefeuille. Chaque titre de propriété, chaque enregistrement de LLC pour les 9 propriétés de Callaway, tout organisé et imprimé proprement. Je veux que ce soit prêt pour une seule réunion. Dans combien de temps? Le temps qu'il faudra pour bien le faire. Donne-lui 3 jours, a dit André. Elle l'aura parfaitement fait. 3 jours, c'est bien. Jordan a fait une pause. Je veux que tu contactes Diane. Dis-lui que j'aimerais avoir une réunion avec la famille. Dis-lui que j'ai eu le temps de réfléchir et que je veux clarifier la confusion sur la propriété en personne. Il a gardé sa voix égale. Présente ça comme si je venais négocier. André est resté silencieux un moment. Jordan pouvait l'entendre écrire quelque chose. Et que dois-je lui dire si elle demande ce qui t'a fait changer d'avis? Jordan a regardé la fenêtre,
le reflet de la lumière de la cuisine dans le verre sombre. Dis-lui que je comprends enfin la situation dans son ensemble, a-t-il dit. La matinée était froide et claire. Jordan s'est garé à l'extrémité sud de l'avenue Callaway et est sorti de la voiture. Il a mis les mains dans les poches de sa veste et a marché. Le quartier était calme à 7 heures. Un camion de livraison tournait au ralenti à mi-chemin de la rue. Une femme promenait un petit chien devant le salon de manucure. Les arbres qui bordaient le trottoir avaient perdu la plupart de leurs feuilles, et la lumière passait à travers les branches nues en fines bandes pâles. Il est d'abord passé devant le café. Les lumières à l'intérieur étaient déjà allumées. Il pouvait voir le personnel du comptoir s'activer, enlevant les chaises des tables, démarrant les machines. L'odeur du café s'échappait quand quelqu'un ouvrait la porte de l'intérieur. Il avait signé le bail pour cet espace il y a 6 ans. Un document de 2 pages, simple, placé proprement au bureau de Claudette. La femme derrière le comptoir n'avait aucune idée de qui possédait le bâtiment dans lequel elle travaillait. Beverly non plus. Tous ces mardis matins, elle s'asseyait à la table près de la fenêtre avec ses amis de l'église. Il a continué à marcher. Le salon de manucure avait une petite pancarte manuscrite dans la vitrine annonçant une promotion de vacances. Les lumières étaient éteintes, encore fermées pour la matinée. Jordan possédait ce bâtiment depuis 8 ans. Il se souvenait de l'inspection, une fondation fissurée sur le mur et qui avait mis 3 mois à être réparée correctement. Il l'avait fait dans les règles de l'art, même si le faire à moindre coût aurait été facile. Il faisait toujours les choses correctement. Le parking était le suivant. 4 niveaux, 42 places, un petit bureau de gestion au rez-de-chaussée. La voiture de Preston avait été dans la place 18 du lundi au vendredi au cours des 2 dernières années. Preston ne s'était jamais demandé qui possédait la structure. N'avait jamais pensé à demander. Jordan s'est arrêté un moment à l'entrée, a levé les yeux vers la façade en béton du bâtiment. Puis il a continué. L'immeuble commercial au bout du quartier était la plus grande structure qu'il possédait sur Callaway. Le rez-de-chaussée abritait 3 locataires, un petit bureau d'assurance, un cabinet de préparation de déclaration de revenus et la salle que l'auxiliaire de l'église de Beverly louait tous les jeudis. Les étages supérieurs étaient des espaces de stockage et administratifs, actuellement sous-utilisés. Jordan avait des projets pour cela, avait toujours eu des projets pour cela. Il s'est arrêté sur le trottoir devant le bâtiment et l'a regardé. Il a pensé à sa grand-mère, à sa maison, à 5 kilomètres d'ici. Le jour où ils sont venus et que le papier disait que la maison n'était pas à elle, et personne dans la pièce ne l'a contesté parce que le papier était la seule chose qui comptait. Et elle ne possédait pas le papier. Il avait 17 ans. Il s'était tenu dans ce salon et avait compris quelque chose si clairement. Cela ne l'avait jamais quitté. Il a regardé le bâtiment un instant de plus. Puis il est retourné à sa voiture, a pris le dossier sur le siège passager et s'est rendu à la réunion. Claudette était déjà dans la salle quand Jordan est arrivé. Elle avait choisi un siège sur le côté droit de la table, vers le bout, avec un portefeuille en cuir devant elle et un stylo posé proprement dessus. Elle a levé les yeux quand Jordan est entré et lui a fait un petit signe de tête unique. Il a hoché la tête en retour. La pièce était simple. Une longue table pliante, 8 chaises, des néons, un tableau blanc au mur avec de vieilles notes au marqueur que personne n'avait complètement effacées. Ça sentait les chaises pliantes et le vieux café. Le groupe auxiliaire de Beverly avait décoré un coin avec un petit cadre contenant un verset des Écritures et une plante en plastique. Beverly est arrivée 2 minutes plus tard avec Preston à ses côtés. Elle s'est arrêtée en voyant Claudette. « Qui est-ce » a dit Beverly. Elle regardait Jordan, pas Claudette. « Ma gestionnaire de propriété » a dit Jordan. Elle s'occupe de l'aspect opérationnel de ma holding immobilière. Je voulais qu'elle soit là pour la précision. Les yeux de Beverly se sont tournés vers Claudette puis de nouveau vers Jordan. Son expression disait qu'elle n'appréciait pas cet ajout et qu'elle le considérait comme une petite démonstration de force de la part d'un homme qu'elle croyait toujours sans pouvoir. Bien, a-t-elle dit, et elle s'est assise en bout de table. Preston s'est assis à côté de sa mère. Il portait un costume légèrement trop grand aux épaules, et il avait l'énergie spécifique d'un homme qui n'avait pas bien dormi. Ses yeux se sont posés sur le dossier devant Jordan, puis se sont détournés, puis sont revenus. Diane est entrée en dernier. Elle s'est assise en face de Jordan, à 2 sièges de Beverly. Elle s'était habillée avec soin, chemisier repassé, cheveux coiffés, la version composée d'elle-même qu'elle adoptait quand elle voulait se sentir en contrôle d'une pièce.
Elle a regardé Jordan avec une expression presque chaleureuse, presque apologétique, presque quelque chose. Il a reconnu ce regard. Elle s'attendait à ce qu'il commence avec un chiffre. Jordan a attendu que tout le monde soit installé. Puis il a ouvert le dossier. « Je veux commencer par remercier tout le monde d'être venu », a-t-il dit. Sa voix était calme, conversationnelle. Je sais qu'il y a eu une certaine confusion au sujet des propriétés sur l'avenue Callaway, et je pense que la façon la plus claire de résoudre cela est de simplement passer en revue la documentation ensemble. Il a sorti le premier document du dossier et l'a posé à plat sur la table. La maison sur Callaway, celle où nous vivions, Beverly, et où vous avez passé la plupart de votre temps, appartient à Wellspring Holdings LLC. Il a tourné le titre de propriété pour que la table puisse le lire. Voici l'acte. Wellspring Holdings est entièrement détenu par JR Property Partners, a-t-il dit, posant une deuxième page à côté de la première. JR Property Partners est enregistré à mon nom. Le menton de Beverly s'est levé. Jordan, il doit y avoir. Il n'y a pas d'erreur, a-t-il dit. Il ne le dit pas méchamment. Il était simplement certain. Je possède cette propriété depuis 7 ans. Il a sorti le document suivant. Le bâtiment dans lequel nous sommes assis en ce moment. Il a placé le titre sur la table. À moi. Il en a sorti un autre. Le café où vous passez vos mardis matins, Beverly. Il l'a posé. À moi. Un autre. Le parking où tu te gares tous les jours, Preston. Il a regardé Preston directement en le disant. La mâchoire de Preston s'est crispée. À moi. Un autre. Les unités résidentielles au-dessus du salon de manucure. Il a placé le dernier des titres de propriété en une rangée nette sur la table. Chacun étiqueté, chacun clair. 9 propriétés. Il y en a 12 au total dans le quartier. J'en possède 9. La pièce était silencieuse. La bouche de Preston s'est ouverte. C'est. Tu es un chef de projet. Tu ne peux pas, je trouve que c'est une chose utile que les gens croient, a dit Jordan. Il ne souriait pas exactement, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui s'en approchait. Il a laissé le silence s'installer pendant une longue respiration. Puis il s'est tourné vers Preston. Le groupe d'investisseurs qui vous a avancé $40 000 sur la base de vos déclarations concernant l'accès à des propriétés d'ancrage dans ce quartier, des propriétés que vous avez laissé entendre contrôler, a déjà engagé un avocat. Il a posé une seule page devant Preston. Claudette a fourni à leurs avocats la documentation de votre position de propriété réelle sur Callaway, qui est nulle. Ils vous contacteront. Le visage de Preston est devenu de la couleur du béton sec. Jordan s'est tourné vers Diane. Il l'a regardée un moment sans parler. Elle était devenue très immobile. Je sais pour Victor, a-t-il dit. Je sais pour le compte à l'adresse de Hyde Park. Je sais que ça fait 2 ans et je sais que la note de transaction d'AVX Consulting Group vous liste comme le contact qui a fourni un accès intérieur à la maison de Callaway pour l'analyse d'acquisition. Il a placé les dossiers financiers devant elle, l'historique des transactions, la corrélation avec le calendrier, la note de transaction avec son nom dessus. Diane a regardé les documents. Elle ne les a pas pris. Tu ne quittais pas un mauvais mariage, a dit Jordan. Tu livrais un actif. Il a fait glisser le dernier document sur la table. Papier de divorce déposé. Les yeux de Diane se sont posés sur le document. Elle a cligné des yeux une fois. Sa gorge a bougé. Jordan a regardé Beverly en dernier. Beverly était assise très droite sur sa chaise. Ses mains étaient jointes sur la table. L'autorité qu'elle avait portée dans chaque pièce pendant 62 ans était toujours dans sa posture, mais quelque chose en dessous avait changé. Quelque chose de structurel et silencieux, comme un mur qui a l'air bien de l'extérieur mais qui est déjà en train de s'effondrer à l'intérieur. Jordan a soutenu son regard. Il a fermé le dossier. Je n'ai jamais eu besoin d'être connu, a-t-il dit. J'ai construit ce que j'ai construit, je l'ai apporté dans cette famille, et vous m'avez regardé et avez vu quelqu'un à qui vous pouviez prendre quelque chose. Il a fait une pause. C'est la dernière erreur que vous ferez à mes dépens. Il s'est levé. Claudette a fermé son portefeuille en cuir, a rebouché son stylo et s'est levé de sa chaise sans un mot. Jordan a pris le dossier. Il s'est dirigé vers la porte. Claudette a suivi, un pas derrière, sans se presser.
La porte s'est refermée derrière eux. L'avocat de Beverly a appelé à 8h47 du matin. Elle était encore en robe de chambre. Elle avait mal dormi, le genre de mauvais sommeil où l'on se réveille sans cesse en espérant que la chose que l'on redoute était un rêve, et ce n'est jamais le cas. Elle a répondu à la deuxième sonnerie parce que Beverly Croft avait toujours répondu rapidement à son téléphone. C'était une question de contrôle. Cela signifiait que vous étiez prête. Cela signifiait que rien ne vous avait prise de court. L'avocat s'appelait Gérald Puy. Elle l'utilisait depuis 20 ans. Il était prudent et mesuré et n'avait jamais, jusqu'à présent, annoncé une nouvelle qui la faisait se sentir petite. Il lui a dit que l'avis de Wellspring Holdings était juridiquement contraignant. Il lui a dit que les registres de propriété étaient clairs, s'étant de titres continus et incontestés. Il lui a dit que son occupation de la maison de Callaway n'avait aucun fondement juridique, aucun acte à son nom, aucun bail, aucun accord écrit d'aucune sorte. Elle avait vécu dans la propriété en tant qu'occupante informelle, ce qui en termes pratiques signifiait au moins le mois à la discrétion du propriétaire, ce qui signifiait qu'elle n'avait essentiellement aucun droit que le propriétaire était obligé d'honorer. Gérald, sa voix était tendue. Il doit y avoir quelque chose. Beverly, il a fait une pause. Il n'y en a pas. Le contrat de location formel, au prix du marché, avec un délai de 30 jours pour signer ou quitter les lieux, avait déjà été préparé par le bureau de Claudette et était envoyé ce matin-là. Gérald avait déjà examiné le loyer. Il était juste pour le marché. Ce n'était pas quelque chose que Beverly pouvait se permettre. Loin de là. Elle est restée assise avec le téléphone à la main pendant un long moment après que Gérald a dit au revoir. La cuisine était silencieuse. La lumière qui entrait par la fenêtre était la lumière blanche et plate du petit matin, et elle se posait sur les comptoirs, les armoires, la table où elle s'était assise chaque dimanche, comme une femme qui possédait quelque chose, parce qu'elle avait cru que c'était le cas. Elle s'était raconté l'histoire tant de fois, comment elle avait obtenu cette maison pour Diane, comment elle avait toujours pourvu à leurs besoins, comment ses enfants n'avaient jamais manqué de rien grâce à elle. Que c'était devenu plus réel pour elle que n'importe quel acte de propriété n'aurait jamais pu l'être, et Jordan l'avait laissé le croire. Pendant 6 ans, il avait porté des plats, ri à des blagues et dit « Oui, madame », et ne l'avait jamais corrigé parce qu'il n'en avait pas besoin. Il possédait déjà le papier. Elle a pincé les lèvres, a resserré sa robe de chambre. En 2 semaines, Beverly avait pris des dispositions pour déménager ses affaires dans la chambre d'amis de sa sœur Paulette à Gary, dans l'Indiana. Elle disait aux gens qu'elle simplifiait sa vie. Elle disait que la maison était trop grande à entretenir seule. Elle le disait avec la même autorité qu'elle apportait à tout, et la plupart des gens l'acceptaient parce que la confiance de Beverly avait toujours été convaincante. C'était son plus grand et plus épuisant talent. Elle n'a dit la vraie raison à personne. Pas une seule personne. Le téléphone de Preston a commencé à sonner un mardi. C'était l'avocat du groupe d'investisseurs, un cabinet du lobe spécialisé, comme l'associé l'a clairement indiqué lors du premier appel, dans le recouvrement de fraude commerciale. Ils n'étaient pas intéressés par une longue conversation. Ils avaient la documentation fournie par Claudette. Ils avaient les emails de Preston au groupe d'investisseurs. Ils avaient les notes de réunion où Preston s'était décrit comme ayant un accès familial, AD, propriété d'ancrage, sur l'avenue Callaway. La poursuite civile a été déposée dans les 2 semaines suivant la confrontation. L'avocat de Preston, un gars qui l'utilisait pour des contrats et qui n'avait jamais géré de litige aussi sérieux, lui a dit franchement, règle ça à l'amiable. La fausse déclaration était documentée. Les dommages étaient clairs. Se battre coûterait plus cher que de payer. Preston a réglé à l'amiable. Le règlement a anéanti le reste de l'argent que Beverly lui avait donné au fil des ans. Les investissements commerciaux qu'elle avait financés discrètement, chacun présenté comme un prêt et traité comme un cadeau parce que l'amour de Beverly pour Preston s'était toujours exprimé par son portefeuille. Il ne restait plus rien à puiser maintenant. Le puits était à sec et la pompe était à Gary. La petite firme de développement de Victor Ashworth avait été mise en copie de suffisamment de procédures civiles pour que leur association avec Preston devienne visible pour des gens qu'ils ne voulaient pas voir au courant. Victor était soucieux de son image, comme tous les promoteurs qui ont des relations avec des investisseurs. Il a largué Preston sans un coup de fil. Juste un bref email de son assistant citant un « changement stratégique dans les priorités de partenariat ». Preston n'a pas répondu à l'email. L'avocate de divorce de Diane a appelé André un jeudi matin. La conversation a été brève.
Le contrat de mariage sur lequel Jordan avait discrètement insisté avant le mariage, celui que Diane avait signé à la table de la cuisine il y a 6 ans, en se disant que c'était une formalité, en se disant qu'un homme comme Jordan n'avait rien à protéger, était clair, étanche, a dit André plus tard. L'un des documents les plus nets qu'il ait rédigé dans sa carrière, ce qui n'était pas peu dire. Le règlement était exactement ce que l'accord spécifiait. Les effets personnels de Diane, sa voiture, une année de soutien transitoire, payé mensuellement, sans prolongation, rien de plus. L'appartement en location se trouvait au 3e étage d'un immeuble à Hyde Park. C'était un bel appartement, propre, bonne lumière, voisin calme. Diane l'avait meublé rapidement, de manière pratique, parce qu'elle était douée pour donner une apparence aux espaces. Elle était assise à la petite table près de la fenêtre un vendredi soir, son téléphone face visible devant elle. Victor n'avait pas appelé. Elle avait envoyé 2 textos au cours des 10 derniers jours. Le premier était resté non lu pendant 36 heures, puis avait reçu une courte réponse disant qu'il était débordé par une clôture de vente. Le second n'avait pas reçu de réponse du tout. Elle a regardé l'écran. La lumière extérieure s'estompait. Son téléphone est resté silencieux. Les matins venaient facilement maintenant. Jordan quittait la maison en grès brun à 7 heures, avant que le bruit de la rue ne s'intensifie, quand l'air avait encore cette fraîcheur nette du début de l'automne. 4 rues, même trajet à chaque fois. Il marchait comme un homme qui n'avait nulle part où aller d'urgent et savait exactement où il allait. Il a tourné sur Callaway juste au moment où le café ouvrait. Il pouvait le sentir avant de le voir. Café torréfié et quelque chose de sucré. Peut-être du pain de maïs ou le pain à la banane que Renata sortait parfois le vendredi matin. Elle cuisinait depuis avant d'avoir une cuisine digne de ce nom. 8 ans à gérer un service de traiteur depuis une maison à 2 rues de là, faisant des repas d'après-funérailles pour l'église, des réunions de famille et des remises de diplômes, nourrissant les gens par habitude profonde et par amour encore plus profond. Jordan l'avait regardé travailler pendant 3 de ces années avant de lui parler du local commercial. Il avait attendu d'être sûr qu'elle était prête. Il avait attendu d'être sûr qu'elle le voulait. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait en lettres noires nettes, Renata S. Simple, sans fioriture. Elle l'avait dessiné elle-même lors de la 2e réunion. Avait fait glisser le croquis sur la table et l'avait regardé comme si elle le mettait au défi de suggérer quelque chose de différent. Il ne l'avait pas fait. Il avait juste dit, c'est celui-là. À travers la fenêtre, il pouvait voir 6 tables occupées et une file de 4 personnes au comptoir. Un mardi matin. L'endroit était ouvert depuis 11 mois. Il a continué. Le bâtiment commercial au milieu du pâté de maisons avait maintenant ses commerces du rez-de-chaussée ouverts, un salon de coiffure pour cheveux naturels, une librairie de la taille d'un grand placard qui semblait toujours avoir exactement ce que vous cherchiez. Et un magasin d'encadrement tenu par un homme nommé Douglas, qui vivait sur Callaway depuis 30 ans et avait des opinions bien arrêtées sur les passe-partout. Les étages supérieurs étaient des ateliers d'artistes, 16 unités en dessous du prix du marché. Les candidatures étaient examinées par un tirage au sort favorisant les résidents du quartier et les artistes actifs qui avaient été chassés d'autres espaces de la ville. L'inauguration avait eu lieu il y a 6 mois. Le président du conseil de quartier avait lu le nom de Jordan sur une carte de remerciement imprimée, et la petite foule avait applaudi. Et Jordan avait dit merci et était parti avant le buffet. Claudette était restée. Elle lui a dit plus tard que les gens avaient posé des questions sur lui, curieux, et qu'elle avait seulement dit qu'il était un homme privé qui se souciait du quartier. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. Il est passé devant le parking. Il est passé devant le bâtiment du salon de manucure, les unités au-dessus entièrement occupées. Il a parcouru la longueur de Callaway comme il l'avait fait pendant des années, notant ce qui nécessitait de l'attention, ce qui tenait, ce qui prospérait, et n'a pas pensé aux Croft. Il n'avait pas pensé à eux depuis longtemps, ni avec colère, ni avec satisfaction, ni avec grand-chose. Ils avaient fait ce qu'ils avaient fait, et la conséquence avait été juste, et c'était fini. Il pensait plutôt à la propriété de la rue Moreau que Claudette avait signalée la semaine dernière. Un immeuble de 4 appartements, vieillissant mais solide, dans une partie du quartier qui lui rappelait à quoi ressemblait Callaway il y a une décennie. Il pensait à qui pourrait convenir, à ce que cela pourrait devenir, autant qu'il faudrait pour y arriver. C'étaient les pensées qui l'occupaient maintenant. C'étaient les bonnes. La maison en grès brun lui semblait sienne d'une manière que la maison de Callaway n'avait jamais vraiment eu, ce qu'il comprenait maintenant était parce qu'il avait toujours partagé cette maison avec ceux que les autres croyaient à son sujet.
Celle-ci était juste à lui. André l'avait aidé à choisir les luminaires de la cuisine, ce qui s'était transformé en une dispute de 2 heures que tous deux avaient appréciée. Claudette venait occasionnellement au dîner du dimanche et s'asseyait à table avec le plaisir concentré de quelqu'un qui passait toute la semaine à résoudre des problèmes et aimait vraiment n'avoir nulle part où être pendant quelques heures. Il mangeait bien. Il parlait du travail. C'était la meilleure version des choses. Son monde était plus petit qu'il ne l'avait été 1 an et demi plus tôt. Il en était conscient. Il était également conscient, de la manière lucide qui suit une vraie perte, que, plus petit, s'était avéré signifier, meilleur, dans presque toutes les directions qui comptaient. Il a contourné la courbe du quartier et a ralenti. Il y avait un camion de déménagement au ralenti devant la maison de Callaway, le genre que vous louez vous-même et conduisez prudemment parce que vous ne voulez pas être responsable du rétroviseur. L'arrière était ouvert, et un homme portait une lampe en montant les marches de l'entrée, tandis qu'une femme en blouse de travail le dirigeait d'une main et tenait une boîte de l'autre. Jeune, début de la trentaine, peut-être. Elle se déplaçait avec la confiance efficace de quelqu'un habitué à être debout. Jordan s'est arrêté sur le trottoir. L'homme a posé la lampe sur le porche et s'est retourné vers le camion. Il a remarqué Jordan et a fait le petit signe de tête que les étrangers échangent dans un quartier quand ils ne sont pas encore sûrs d'être voisins. Jordan a hoché la tête en retour. Vous emménagez? Ouais. L'homme s'est essuyé les mains sur son jean et est descendu du porche. Juste aujourd'hui et demain. Simon Do tient le coup. Il a souri. Je suis Marcus. Marcus aïe. Jordan Wells. Quelque chose a changé dans l'expression de Marcus. Il a regardé Jordan un instant, puis a dit, attendez, Wells? Comme dans Wellspring Holdings? C'est ça. Marcus a cligné des yeux. Vous êtes le propriétaire. Jordan a tendu la main et lui a serré la sienne. Bienvenue sur Callaway Avenue, a-t-il dit. Il a continué son chemin. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. J'en ai sélectionné 2 autres pour vous que je pense que vous aimerez vraiment.